Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6 de Je vous ai pas dit, j'adore les films. Tout de suite on va procéder au tirage de l'épisode du jour. Hop, petit suspense, c'est parti. Je prends un des papiers et le prochain film commenté sera Au revoir là-haut. Ah ben pas mal, tiens c'est intéressant ça. Ok, c'est parti. Au revoir là-haut, de quoi ça parle? Édouard Péricourt et Albert Maillard sont tous deux rescapés de la Première Guerre mondiale, soldats du même bataillon. Défiguré lors de leur dernière bataille, Édouard s'est fait passer pour mort. Ils survivent maintenant tous les deux, Albert prenant soin tant bien que mal d'Édouard qui lui a sauvé la vie durant la guerre. Les temps sont durs dans une France d'après-guerre qui n'a pas vraiment de place pour deux anciens poilus. Mais l'esprit tant dépressif que créatif d'Édouard met au point une arnaque de grande ampleur pour les aider à trouver de l'argent. Le film est sorti relativement récemment au cinéma, en 2017. J'ai immédiatement accroché dès que j'ai vu le premier trailer. Le rythme, l'histoire, les acteurs, le montage, tout était percutant, tout s'enchaînait bien et l'histoire promettait d'être très intéressante. Mon seul regret à l'époque est d'avoir été un peu trop bombardé par les bandes annonces. Apparemment, il a bénéficié d'une très bonne promotion parce qu'il était vraiment partout pendant des semaines. Mais l'attente en valait la peine, c'est un excellent film, je l'ai adoré dès sa sortie en salle et je l'ai revu avec grand plaisir. Le film est tiré du roman du même nom de Pierre Lemaitre, ce qui lui permet d'avoir une histoire déjà bien écrite et loin des clichés. Le récit lui-même est prenant et très bien écrit, on suit plusieurs intrigues qui s'entrecroisent avec brio jusqu'à la conclusion, où tous les éléments s'alignent pour former un final très satisfaisant. Les intrigues en question sont toutes très prenantes et le film se fait plaisir en ayant à la fois des personnages très complets et en abordant plusieurs thématiques très intéressantes. D'abord, bien sûr, on parle de la guerre. De la Première Guerre mondiale et sans indulgence. Le récit n'est pas tendre avec les puissants et fait souvent des tacles envers les dirigeants qui l'ont décidé et contre les profiteurs de guerre. Il a également un propos très social et montre souvent le contraste entre les conditions de vie des plus aisés et celles des moins bien lotis. Et il montre également que la guerre a des conséquences beaucoup plus dramatiques pour ces derniers. Le contraste est très visible puisqu'on suit également la famille d'Édouard qui ignore qu'il est toujours en vie et qui est une famille bourgeoise très aisée. On voit bien qu'Édouard lui-même, habitué à une vie où tout lui arrive sans difficulté, ne conçoit tout simplement pas les problèmes que peut rencontrer Albert pour subvenir à leurs besoins. C'est bien illustré par une des phrases du film, où Albert essaie de cacher la façon dont il a trouvé du travail et s'inquiète de ce qu'Édouard va lui demander, pour finalement se rendre compte que celui-ci ne pose aucune question. Il résume bien cette problématique en commentant « Comme tous les gens riches, il trouvait ça normal qu'on trouve du travail ». Ce propos est omniprésent dans le film, qui se range en général du côté des démunis. Mais il fait passer son message par mille petits détails et situations articulées autour des différentes intrigues, et donc avec une certaine subtilité. Par ailleurs, si Albert est notre personnage principal et notre narrateur, le personnage le plus attachant et qui donne son cœur au récit, c'est bien sûr Édouard. Personnage torturé, c'est une gueule cassée qui doit gérer la perte d'une partie de son visage, les terribles douleurs et l'addiction à la morphine qui va avec. Je fais un rapide aparté sur les gueules cassées. Pour faire court, la Première Guerre mondiale a été une des premières grandes guerres qui a vu l'utilisation d'armes industrielles, dont les obus par exemple. De par sa durée et le nombre hallucinant de malheureux qu'elle a envoyés se faire transformer en chair à pâté, beaucoup de gens ont été exposés à ces armes destructrices et en sont ressortis terriblement blessés. On a donc vu à la fin de la guerre apparaître les gueules cassées, ces soldats survivants mais terriblement défigurés. Situation qui serait déjà difficile de nos jours, mais autant vous dire qu'en 1918, la médecine n'avait pas vraiment l'habitude de traiter ce genre de problème. Et ces pauvres gens devaient donc se débrouiller avec les restes de leur visage, des handicaps terribles et des douleurs à peine imaginables. Sans compter que niveau antidouleur, il n'y avait pas grand-chose d'autre que la morphine, qui en plus de ne pas être une ressource facile, rend terriblement accro. De plus, ces mutilés de guerre étaient souvent dans l'incapacité de retourner à une vie civile normale, de par leur handicap et étant en plus victimes d'une certaine forme d'exclusion à cause de leur allure. Autant vous dire que niveau chirurgie esthétique, c'était pas trop ça non plus. C'est en partie pour eux, et grâce à des années de travail des associations défendant leurs droits à l'époque, qu'on a eu les premiers aménagements du Code du travail pour les personnes handicapées par exemple. C'est aussi pour eux, et pour les autres grands mutilés de guerre, qu'a été fondé le Loto, qui permettait à la base de financer les soins et la recherche pour les mutilés de guerre. À ce sujet, vous pouvez lire le très bon livre La Chambre des officiers de Marc Duguin. Je ne sais pas si c'est nécessaire de prévenir vu le sujet, mais évidemment faites attention, il est assez éprouvant à lire. Et donc, Au revoir là-haut est l'autre grand roman français à parler de ce phénomène avec le personnage d'Édouard. Édouard n'était pas quelqu'un d'hyper détendu à la base. Sensible, artiste, sa nouvelle situation de gueule cassée finit d'envoyer valser une personnalité déjà oscillante. Il est le moteur de l'histoire, il lui donne sa poésie et c'est lui qui est à l'origine de leur fameux plan d'arnaque au monument aux morts. On pourrait voir un parallèle entre leur situation et celle de leur ancien lieutenant Henri de Pradel, qui sert d'antagoniste à l'histoire.
Ce dernier montre un business de cimetière pour les soldats morts au combat où ils ne s'embarrassent pas de contrôle qualité, ni de contrôle, ni de qualité tout court. Dans les deux cas, les personnages profitent de la situation d'après-guerre pour s'enrichir. Toutefois, la situation de nos héros est à l'opposé de celle de Pradel. Issu de familles nobles, très à l'aise financièrement, Pradel arnaque des familles endeuillées en manquant de respect aux soldats morts à la guerre. Édouard et Albert, en revanche, ont tout perdu à cause de la guerre et prennent l'argent des communes et dirigeants qui essaient de se racheter une conscience en faisant un monument à la mémoire de ceux qu'ils ont envoyés se faire trucider, comme si ça allait compenser quoi que ce soit. On voit donc que le film est assez riche dans son propos, tout en nous gardant embarqués jusqu'à la fin avec des intrigues dynamiques et bien écrites. On ne s'ennuie pas une seconde, le film a un rythme très entraînant et il est souvent drôle malgré son sujet. Je n'ai pas vu d'autres films d'Albert Dupontel, donc je ne peux pas me prononcer sur le reste de son travail en tant que réalisateur, mais il fait un excellent travail avec Au revoir là-haut, alors qu'il incarne en plus un des rôles principaux, ce qui n'est pas évident. En parlant des acteurs, on ne peut que saluer la performance de Nahuel Pérez Biscayar, qui arrive très bien à faire passer les émotions de son personnage alors que les trois quarts du temps on ne voit pas ou qu'à moitié son visage. Je ne sais pas si ça a joué, mais un peu plus tôt cette même année, c'était le personnage principal du film 120 battements par minute, un film assez poignant sur l'épidémie de sida en France et les associations militantes LGBT+ de l'époque. Je vous le recommande fortement et forcément, on a déjà le cœur un peu déchiré en le voyant apparaître à l'écran. Ce qui n'enlève rien donc à sa performance qui est maîtrisée de bout en bout. Comme le film m'avait beaucoup plu, j'en ai profité pour lire le roman dont il est tiré. Le livre en lui-même est très bien et se lit sans souci. L'adaptation est assez fidèle et ne trahit pas son propos. Il s'agit donc à la fois d'une bonne adaptation et d'un bon film, ce qui est rare. Il y a quelques différences et adaptations nécessaires au changement de médium, mais dans l'ensemble, on s'y retrouve bien. La seule différence majeure se situe à la fin du film. Il y a un événement déterminant qui se déroule différemment et offre une conclusion un peu plus douce à l'histoire dans le film. Ce changement ne trahit pas du tout l'esprit du livre, d'autant qu'il a été approuvé par l'auteur lui-même qui a participé à écrire le scénario adaptant son roman au cinéma. C'est donc assez intéressant de voir ces deux variations de la même histoire et ce qu'elles peuvent apporter chacune. Niveau inclusivité, le film propose très peu de personnages féminins, on en a 3 qui sont nommés dans le film qui ne passent donc pas le Bechdel test. Parmi eux, Madeleine se contente d'être l'intérêt amoureux du personnage principal, et même si la gamine est assez attachante, elle n'a pas vraiment d'autre rôle que celui de faire valoir des torts. Il s'agit plus d'une astuce scénaristique pour permettre à ce dernier de communiquer à l'écran malgré sa blessure. Il reste en revanche le personnage de la sœur d'Edward qui est vraiment cool. Malgré sa condition de jeune femme de bonne famille, son mariage et son rôle d'épouse bourgeoise qui lui commanderait de rester à sa place et de faire joli, on voit dès le début du film qu'elle est très déterminée et dotée d'une grande force de caractère. Elle est sûre d'elle, elle n'hésite pas à faire les choses à son idée et ne se sent assujettie à personne. Même si elle n'est que très brièvement évoquée, je trouve sa relation avec son père assez cool. Cet homme très sévère, habitué au pouvoir, à commander et qui a rejeté son propre fils, a une très bonne relation avec sa fille. Ils ont une excellente dynamique, on sent qu'ils se respectent mutuellement et qu'ils s'apprécient comme deux égaux. Bref, elle est cool, elle le reste jusqu'à la fin, sans vous spoiler quoi que ce soit, et elle remonte un peu le niveau des personnages féminins du film. Tant qu'on parle d'inclusivité, il est important de souligner le léger arrière-propos du film sur l'homosexualité. Même si ce n'est malheureusement pas clairement explicité, je crois que c'est plus clair dans le bouquin, le personnage d'Edward est en fait homosexuel, et ça participe bien sûr au conflit qu'il oppose à son père, pour qui il n'est pas acceptable que son héritier soit gay. Même si c'est assez sous-entendu, on a donc un propos sur l'homophobie et le rejet de la norme cis, Edward étant un jeune homme plutôt délicat et féminé, là où on imagine que son père aurait préféré un fils plus proche des normes cis hétérosexuelles. On peut regretter que ce ne soit pas davantage mis en avant, mais une fois encore, le film amène son propos de façon assez subtile et mine de rien fait quand même assez bien passer son idée, donc c'est plutôt cool d'avoir ce propos-là en plus du reste. Pour résumer, Au revoir là-haut est un excellent film qui vous propose une intrigue et des personnages intéressants, plein de bons thèmes bien traités sur une période historique assez fascinante. C'est vraiment du très bon travail fait avec soin, original, avec d'excellents acteurs qui donnent tout leur potentiel, et c'est plutôt au-dessus du lot de la production française générale. En bref, n'hésitez pas à aller le voir, vous devriez passer un bon moment. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode de Je vous ai pas dit j'adore les films. Moi je vous dis à très bientôt, en attendant prenez soin de vous.